Je vais commencer par vous raconter une histoire. Je suis certaine que c'est une histoire qui va interpeller beaucoup de personnes. C'est une histoire vraie qui a été décrite dans un article scientifique. Vous avez le lien sous la vidéo. C'est une histoire d'une personne qu'on va appeler Anne. Et Anne s'est présentée chez un médecin généraliste parce que ça faisait 5 ans qu'elle souffrait des vertiges et des étourdissements. Et parfois même, elle s'évanouissait. Et c'est quelque chose qui est très difficile à vivre pour Anne, évidemment. En plus de toutes les difficultés sur le plan fonctionnel, donc c'est vraiment très, très handicapant parce que Anne, elle s'empêche de faire tout plein de choses à cause de ça, d'aller faire des randonnées, d'aller faire courir, de jouer avec ses enfants. Mais en plus, Anne, elle a peur de tomber dans les pommes quand elle se retrouve parmi les gens, dans une foule. Elle a peur d'attirer cette attention sur elle. Donc c'est quelque chose qui est vraiment très difficile à vivre pour elle. En plus des vertiges, des étourdissements et des évanouissements, Anne, elle souffre également des sensations de picotement dans ses bras et dans ses jambes, plus particulièrement de son côté gauche. Elle souffre également des douleurs thoraciques. Elle a souvent aussi cette sensation d'une bouche qui est sèche et elle a également une sensation de faiblesse générale partout au niveau de son corps, plus particulièrement de son côté gauche. Elle a souvent cette sensation de ne pas être capable de faire une bonne inspiration profonde. Et elle a souvent comme une sensation comme si l'air était bloqué un peu au niveau de sa poitrine. Anne raconte à son médecin que ce sont les épisodes qui peuvent se produire pas mal à n'importe quel moment, mais plus particulièrement qu'elle se retrouve dans une situation où il y a beaucoup de personnes et quand il fait très chaud également. Et enfin, elle ressent également ces crises davantage quand elle est anxieuse, ce qui n'est pas surprenant parce que pratiquement tous les symptômes, on va les ressentir d'une façon plus intense quand on est anxieux et quand on est stressé, bien évidemment. Donc, le médecin généraliste, disant qu'il ne peut pas établir un diagnostic, envoie Anne voir un neurologue. Et Anne était pleine d'espoir, en fait, qu'on la réfère voir un spécialiste. Elle espérait vraiment que ça allait donner des réponses, qu'elle allait obtenir, en fin du compte, des réponses à ce qu'elle était en train de vivre parce que ça commençait à devenir de plus en plus difficile pour elle. Donc déjà, Anne a commencé, selon la recommandation du neurologue, par passer une IRM du cerveau. Je ne sais pas si quelqu'un parmi vous a déjà passé une IRM du cerveau. En tout cas, moi, je l'ai déjà fait et c'est une procédure extrêmement désagréable. Donc, on est pendant au moins un bon 10, 15, voire 20 minutes dans un endroit fermé, dans une machine qui fait énormément de bruit. Donc, c'est quelque chose qui est certainement pas plaisant. Et donc, ça peut être d'autant plus énervant quand, au bout du compte, on réalise que toute cette procédure-là, on l'a fait pour rien. Même si, d'un côté, ça peut être aussi rassurant de savoir qu'on n'a rien au niveau de notre cerveau. Mais en tout cas, ça, c'est ce qui a été dit à Anne, au final. C'est que vous n'avez absolument rien au niveau de votre cerveau. Tout va bien. Donc, Anne a également dû passer un électroencéphalogramme et elle a également eu une étude Doppler des artères carotides. Et le neurologue finit par lui dire que du point de vue neurologique, il n'y a absolument rien d'anormal qui sort de ces tests-là. Donc, il n'y a jusqu'à là, il n'y a aucune explication à ces symptômes extrêmement handicapants qui deviennent de plus en plus difficiles à vivre pour Anne. Donc, il faut dire que Anne commence à être un peu découragée. Elle commence à se poser des questions si tout ce qu'elle vit, en fait, c'est tout est que dans sa tête. Donc, elle a l'impression d'un petit peu perdre l'espoir de trouver un jour une solution à ces symptômes-là et à toute cette situation très difficile qu'elle est en train de vivre. Donc, Anne revoit son médecin, le médecin généraliste, qui cette fois-ci la réfère vers un cardiologue, puisque Anne, elle a un peu des douleurs thoraciques. Le médecin se dit que c'est une bonne idée d'explorer un peu cet aspect-là, de voir qu'est-ce qui se passe au niveau du cœur. Et donc là, après avoir vu le cardiologue, Anne a une fois de plus passé une batterie de tests, dont un électrocardiogramme, une surveillance électrocardiographique ambulatoire, un échocardiogramme et un test de stress sur tapis roulant. Une fois de plus, le cardiologue lui dit que tout va bien, il n'y a absolument rien de particulier qui ne sort de ces tests. Une fois de plus, d'un côté, c'est rassurant de savoir que notre corps va bien, mais en même temps, Anne n'a toujours pas de réponse à ses symptômes et ça devient encore plus difficile à vivre pour elle. Elle se dit que, en fait, c'est définitivement dans sa tête. Anne, elle se sent aussi un peu coupable d'avoir fait
perdre du temps en quelque sorte à tous ces médecins, tous ces professionnels de la santé, d'avoir fait perdre de l'argent au système de la santé, d'avoir passé tous ces tests qui sont extrêmement stressants pour elle aussi également et qui n'ont absolument rien donné. Donc Anne commence à être bien découragée. Anne revoit son médecin généraliste et le médecin constate que Anne présente pas mal de signes de l'anxiété, ce qui est selon moi pas très surprenant considérant tout ce que Anne a subi depuis des années. Mais bon, on va laisser ça en parenthèse. Le médecin a décidé de référer Anne voir un psychiatre. Et le psychiatre arrive à la conclusion qu'en fait, Anne souffre fait des crises de panique. Par contre, malheureusement, il faut dire que Anne, sur le plan mental, commence à se sentir de moins en moins bien. Elle se sent de plus en plus coupable. Maintenant qu'on lui dit que elle souffre des crises de panique, elle se culpabilise encore plus. Elle se dit que, en fait, elle n'est pas assez forte mentalement pour vivre avec son anxiété. Elle se pose beaucoup de questions de pourquoi, en fait, elle fait subir tout ça à son corps et elle se sent un petit peu à bout de solution. Cela dit, le psychiatre et les médecins à côté la rassurent que, mais justement, du point de vue physique, de la santé physique, il n'y a rien de particulier qui ressort et que, en ce qui concerne les crises de panique, il a des solutions à ça. Et donc, entre autres, Anne, elle a commencé à prendre de la médication pour ces crises de panique, pour gérer son anxiété. Malheureusement, malgré toutes ces mesures, Anne a continué à avoir les symptômes, quoique ils étaient quand même un petit peu diminués après la prise du médicament. Et malheureusement, la qualité de vie de Anne était toujours grandement affectée. Entre autres, elle n'osait plus trop sortir de la maison, faire des sorties entre amis, aller au cinéma, faire des randonnées, aller courir parce qu'elle avait vraiment peur d'avoir une crise de vertige et d'étourdissement, d'évanouissement à n'importe quel moment. Donc, vous avez ici l'exemple d'un parcours qui a été extrêmement long, semé d'embûches, un parcours qui a impliqué un grand nombre de médecins et de professionnels de la santé et qui, malheureusement, n'a abouti à rien. Et ce qui est encore plus malheureux, c'est que c'est une situation qui est vécue par beaucoup de personnes. En tout cas, moi, j'en ai entendu des dizaines, voire des centaines d'histoires comme ça. Et tout ça parce qu'il a une condition de la santé qui, a priori, n'est pas très grave, mais à côté extrêmement handicapante et extrêmement anxiogène, qui n'est malheureusement pas suffisamment pris en considération. En tout cas, selon moi et selon l'auteur de cet article-là dans le monde médical. En vrai, tout porte à croire que Anne souffre du syndrome de l'hyperventilation. Donc, quand on parle du syndrome de l'hyperventilation, il s'agit d'une respiration qui est très superficielle, qui se fait beaucoup avec le cou et avec les muscles de l'épaule. Et durant cette respiration, ce qu'on va souvent observer, c'est vraiment le sternum à chaque fois qui va beaucoup trop se soulever vers le haut. Et en même temps, il n'y aura pas suffisamment l'utilisation du diaphragme et de toute la paroi abdominale durant la respiration. Le fait que la respiration se fasse plus haut va souvent venir avec une respiration qui va être beaucoup plus rapide également et donc beaucoup plus superficielle, beaucoup plus rapide. Et ce que ça amène au final, c'est que paradoxalement, puisque la respiration est trop rapide, on se retrouve avec beaucoup trop d'oxygène. Et donc le taux de l'oxygène versus le CO2 est débalancé. En termes un petit peu plus scientifiques, cette respiration-là peut produire ce qu'on appelle une hypocapnie. Donc, c'est la diminution du CO2, du taux de CO2 dans le sang. Et cette respiration-là produit également d'autres changements comme une alcalose respiratoire et un ensemble complexe de changements physiologiques, incluant une vasoconstriction généralisée, y compris cérébrale, avec une excitabilité neurogène accrue, probablement responsable de la plupart des signes et des symptômes mentionnés dans l'exemple décrit ci-haut. Ces changements peuvent également produire une bronchoconstriction pouvant entraîner une respiration sifflante audible, augmentant la sensation de dyspnée ainsi qu'imiter ou intensifier l'asthme préexistant. Donc là, ici, on parle justement de cette sensation de l'air qui est bloqué un peu dans la poitrine, quand on a cette impression qu'on n'arrive pas à faire une respiration suffisamment grande pour avoir suffisamment de l'air. Mais ça, c'est justement à cause de ce débalancement du taux de CO2 versus l'oxygène. Et
à cause de la surutilisation de la poitrine durant la respiration et le manque d'utilisation du diaphragme. Et bien que fréquemment manifestée sous la forme de crise aiguë, l'hyperventilation peut se produire de manière plus chronique et peut inclure également une douleur thoracique atypique, de la fatigue, une légère dyspnée ou une intolérance à l'exercice. Donc, on se sent vraiment qu'on s'essouffle beaucoup trop rapidement. Ça me parle beaucoup de cette situation-là parce que c'est exactement ce que moi-même j'ai vécu pendant des années. Le médecin traitant, observant le comportement de la patiente durant la collecte de données, aurait dû porter une attention particulière sur les soupirs occasionnels de la patiente et sur les autres manifestations de l'anxiété. Le diagnostic du syndrome de l'hyperventilation aurait pu alors être envisagé. Reconnaissant cette possibilité, le clinicien aurait dû demander à Anne pendant 2 à 3 minutes de respirer pendant aussi profondément et aussi rapidement que Anne pouvait le faire. Et c'est là qu'une attention particulière aurait dû être portée sur l'apparition de ces symptômes-là, donc les vertiges, les étourdissements, les évanouissements, les sensations de picotement dans les doigts et dans les jambes, dans les bras et dans les jambes. Et si Anne aurait répondu de façon affirmative à la question si ce sont les sensations similaires à celles qu'elle ressente quand elle a ces crises étranges, le diagnostic de l'hyperventilation aurait dû être sérieusement considéré dès le début. Et une confirmation supplémentaire de ce diagnostic-là pourrait être réalisée en demandant à Anne, justement au début, de faire pendant 1-2 minutes ces respirations très, très, très rapides et profondes, exagérant ces symptômes, et ensuite en apprenant en fait à la patiente de retenir l'air, donc juste d'arrêter de respirer pour faire en sorte, pour permettre au taux de CO2 d'augmenter dans le corps. Et si cette rétention diminue ces symptômes-là, mais c'est un des facteurs, c'est une des observations qui pouvait confirmer qu'effectivement il s'agit de l'hyperventilation. Il est important à noter toutefois que selon l'auteur de cet article-là, une fois de plus, si les symptômes sont présents depuis très 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 longtemps, l'acceptation et le contrôle peuvent être difficiles. C'est parce que ça peut être un schéma de comportement, on peut enregistrer de façon très, très, très profonde et intrinsèque dans notre façon d'être. Donc, ça peut prendre du temps aussi et c'est normal en fait que ça prenne du temps de réapprendre à respirer d'une bonne façon. Donc, effectivement, en présence du syndrome de l'hyperventilation, il est indispensable d'arrêter de respirer avec notre cou, avec le sternum, avec la poitrine, avec les épaules et d'apprendre à respirer avec notre diaphragme. Il faut apprendre également à ralentir le rythme de la respiration et plus particulièrement ralentir les expirations. Donc, on veut se pratiquer à respirer avec le diaphragme, à faire des inspirations et les expirations en fait plus longues que l'inspiration. Moi, personnellement, ce que je suggère quand je travaille avec les personnes chez qui je vois manifestement qu'ils respirent beaucoup trop avec le haut de leur corps, c'est, on apprend à respirer avec le diaphragme, mais également, ce que je suggère, c'est de faire viser les inspirations de 3, 4, 5 temps et les expirations de 5, 6, 7 temps. Donc, il faut que l'expiration soit plus longue que l'inspiration. Et c'est bien aussi, à la fin de l'expiration, de faire une petite pause de 1-2 secondes pour être un petit peu juste, rester dans ce moment quand il n'y a juste rien qui se passe au niveau de notre corps entre l'expiration et l'inspiration. Sinon, sur la façon de travailler la respiration abdominodiaphragmatique, c'est quelque chose que j'ai déjà abordé très, très, très souvent dans les nombreuses de mes vidéos. Donc, vous en avez quelques-unes ici qui sortent à l'écran. Donc, allez vraiment voir sur ma chaîne YouTube. Et pensez également de vous abonner à ma chaîne YouTube, de liker cette vidéo si vous avez trouvé l'information que j'ai partagée avec vous dans cette vidéo utile. Et n'hésitez pas également à poser vos questions, à partager en grand nombre avec vos amis, avec les personnes qui souffrent un petit peu de la même situation que vous, ou qui pas forcément que vous, mais que vous savez qu'ils souffrent de cette situation-là. Et on se voit très bientôt sur ma chaîne YouTube. Ciao!